Une nation qui lit est une nation qui gagne, disait le président sud-africain Feu Nelson Mandela. Nous, ce soir, au Mali, nous avons fait le pari de gagner ce combat. Nous allons faire aimer, ne serait-ce à quelques milliers de Maliens, la lecture, puisque ce n'est pas le cas, et c'est assez dommage. Nous allons, dans ce numéro de votre magazine, être au cœur de l'économie de la filière livre, un trésor que nous pensons inexploité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur ORTM1. Le format reste le même. Nous avons réalisé une série de reportages en lien avec le thème de la filière livre, un trésor inexploité avec nos différents journalistes, Salimata Ndao, Mamari Kone, Boubacar Bablé-Touré et Maïmouna Guindo. La seconde étape de l'émission sera consacrée au débat. Sidiki Dambélé, comme j'aime bien l'appeler, mon colistier, va s'entretenir avec nos invités que nous remercions d'avance pour leur disponibilité. Dans la salle, la parole vous sera également donnée. Vous qui êtes du domaine, vos contributions, suggestions et conseils seront les bienvenus pour le bonheur du monde des livres et pourquoi pas du pays, car nous allons tous y gagner au nom du développement. Sur ce, je vous invite à suivre ce premier reportage qui me ramène à mes premières phrases. Il s'avère que notre pays ne serait pas un bon marché pour l'industrie du livre. Les livres s'achètent peu, très peu. Les écrivains, éditeurs et libraires témoignent des difficultés du secteur. Question, qu'est-ce qui bloque donc l'évolution du domaine? Salimata Ndao, Taïeb Adjawakoy, Abdraman Doka Traoré, Aboubakar Traoré et Saïd Mohamed Lamine Diarra nous disent que c'est la rareté des bibliothèques, le manque d'intérêt pour la lecture et surtout, le manque d'une politique nationale du livre. Suivons ensemble. Au cours de notre petite enquête sur l'apport de l'industrie du livre dans l'économie nationale, nous avons visité l'une des plus anciennes maisons d'édition du pays, la Sahélienne. 30 ans d'expérience et plus de 700 œuvres mises sur le marché. Son promoteur Ismaël Assamba Traoré, après une étude sur le secteur du livre au Mali, tire cette conclusion. Lorsque nous avons réalisé cette étude, c'était pour faire le panorama complet des enjeux, des contraintes, des perspectives. Et forcément, la question de l'économie revient. Depuis 30 ans, nous avons d'abord constaté, hélas, des facteurs de régression. Dans les années 90-2000, il y avait beaucoup d'ONG en éducation qui ont fini par se retirer. Et les ONG nationales qu'ils avaient contribué à mettre en place aussi ont disparu. Les bibliothèques de village, les écoles de village qu'ils avaient réussi à constituer se sont effondrées. Il y avait une dynamique, une vision pour les langues nationales qui a été énoncée par la Troisième République au tout début, mais qui n'a pas pu se faire. L'industrie du livre serait donc pas rentable. Le livre de M. Traoré a été édité en 2018 et 5 ans après, son contenu reste d'actualité. Pour le moment, le Mali n'est pas un bon marché, mais nous sommes un marché en perspective. Actuellement au Mali, il n'y a pas de fonds d'aide aux livres. C'est les éditeurs et les auteurs eux-mêmes qui subventionnent les livres. Il ne faut pas s'attendre vraiment à une retombée financière importante parce que pour avoir une retombée financière importante, il faut vendre beaucoup de livres. Il faut vendre beaucoup de livres. Et vous imaginez un peu, dans un contexte comme le Mali, les gens, par la culture même, on ne lit pas beaucoup. Après tous ces témoignages, nous sommes curieux de savoir pourquoi le livre ne se vend pas bien au Mali. Les acteurs rencontrés partagent la même conviction. Les Maliens ne lisent pas. Il faut une réelle politique d'incitation à la lecture. Chaque école doit avoir une bibliothèque, au moins pour les enfants. S'il y a des bibliothèques, au moins dans la semaine, il peut passer à la bibliothèque 2 fois, ou une fois à la bibliothèque. Ils vont aimer les livres.
Selon Aïcha Diarra des éditions Gaffé, la littérature contemporaine malienne est méconnue. À la librairie Papeterie Odem, les propos d'Aïcha se confirment. Ici, que des livres des vieux auteurs. Les romans comme Sundiata, Les Soulurages, Maïmouna, oui. Même si le livre se vend mal au Mali, il y a tout de même un marché et des gains, peu conséquents soient-ils, à partager. Sur quelle base cela se fait-il? En principe, c'est l'éditeur qui est gagnant dans la production littéraire. En général, c'est des contrats d'adhésion. C'est l'éditeur qui vous propose « je vais éditer votre manuscrit, mais vous n'allez pas avoir un pourcentage jusqu'à ce que je vende 1000 exemplaires. » Avant 1000 exemplaires, vous n'avez pas un copec. Maintenant, après 1000 exemplaires, je vais vous donner 10% ou 5% sur les exemplaires qui vont être vendus. Oui, on gagne un peu, souvent 25%, souvent 30%, c'est le maximum. La jeune éditrice avoue, elle gagne plus que les autres acteurs de la chaîne et s'explique. Il y a plusieurs contrats en termes d'édition. Le contrat à compte d'éditeur, c'est quand c'est l'éditeur qui prend en charge tous les frais liés à la publication du livre. Et pour cela, sur le plan international, c'est déterminé que l'éditeur donne entre 10 à 15%. Ça dépend en fait des attentes entre l'auteur et l'éditeur. L'éditeur aussi investit dans le livre. Il faut que son investissement, il puisse le récupérer. Quand l'éditeur prend le risque d'investir beaucoup d'argent dans les livres, c'est pour se rendre 2 mois ou 3 mois plus tard qu'il n'a pas fait, sur 500 exemplaires imprimés, l'éditeur n'a pas fait plus de 20, 30 vendus. Donc, je me dis, qui perd? C'est l'éditeur qui perd en quelque sorte. L'écrivaine Oumou Amar n'en disconvient pas. Heureusement pour elle, ces 3 dernières œuvres se sont bien vendues. Leurs stocks sont épuisés. Elle nous explique le secret de ce succès. Généralement, on dit de nous peuple malien, que nous ne lisons pas. Mais moi, je pense qu'il suffit de lui proposer le sujet qui l'intéresse. Moi, je peux dire que j'ai été très agréablement surprise. Ces productions ont été dans l'ensemble bien accueillies. Avant que les jeunes générations adoptent la culture de la lecture, les acteurs du secteur du livre donnent une piste de solution pour dynamiser le domaine. Heureusement d'ailleurs, ça va commencer. Il faut qu'on ait vraiment une politique de livre. Créer un fonds pour soutenir les auteurs, pour soutenir les éditeurs, pour soutenir tous ceux qui sont dans la chaîne. Déjà, ce qu'on peut faire pour les écrivains, déjà inscrire leurs œuvres au programme scolaire et universitaire. Les cafés littéraires, les foires du livre, les salons du livre, les rencontres. Le secteur du livre emploie de nombreuses personnes. Son développement serait donc une belle opportunité pour booster l'économie nationale. Voilà, un reportage signé Salimata Dao. À la rencontre à présent de ceux qui sont au début du processus et jusqu'à la fin de la réalisation des ouvrages. Mais allons plus en profondeur. Qui sont-ils? Il s'agit de ceux qui constituent la chaîne du livre, à commencer par l'auteur, en passant par l'éditeur, l'imprimeur, le libraire, au lecteur. Chacun joue une partition pour faire aimer les ouvrages, ou dirais-je, faire en sorte que la créativité intellectuelle brille et soit commune au nom du savoir. Vous êtes à saluer, découvrons-les ensemble, suivons ce reportage. Mon nom c'est Mamadou Kamara, je suis libraire depuis 90, plus cela. Plus de 30 ans de métier avec toujours la même passion et détermination. Nous sommes derrière les anciens combattants. Là où c'est sur la route de Rochester, j'ai toujours aimé la lecture. Je suis sortant de l'hyper, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Les livres seulement, la connaissance. C'est ce qui me passionne. Je suis un très grand lecteur. Moi, j'ai commencé la lecture depuis 1966 à Dakar. En face de lui, un autre mordu des livres. Cet administrateur de formation a préféré les livres au bureau cossu des structures étatiques. Je suis un littéraire de formation. Depuis la LM au lycée, jusqu'à l'École nationale d'administration. Après l'ENA, je suis parti à Abidjan. Quand je travaillais au port de presse, les samedis et les dimanches, je partais au plateau pour lire les livres. C'est ce qui m'a donné l'amour même du livre.
Quand je suis revenu, je me suis installé comme ça. Ça vaut une vingtaine d'années. Les livres et les auteurs sont leur monde. Ils ne connaissent que cela. On en parlera toute une journée avec eux, car les anecdotes ne manquent pas. Quand je suis nouvellement venu d'Abidjan, il y a le maître Dabo. Il a donné le nom d'un livre qui ça lui fait au moins 4 ans. Il est en train de chercher le livre qu'il ne l'a pas, que j'avais à la maison. Aussitôt, il m'a donné le transport pour aller prendre le livre. Le prix que je lui ai donné, je lui ai dit, il m'a donné le double du prix parce qu'il était intéressé. Est-ce que vous avez lu tous vos livres? Ça, c'est impossible. Il y a un en particulier qui vous a beaucoup plu en tant que libraire? Ah oui, ça, c'est le livre de Fatoumata Keïta. Ils sont là, la trilogie de Fatoumata Keïta. Tu prends un, ça te colle à la main. Guider, orienter et conseiller, c'est cela le rôle des libraires. L'éveil des silencieuses. Des silencieuses. Un livre, je suis même là-dessus, je n'ai même pas terminé. Mais quand vous commencez, vous aurez hâte de le terminer. D'ailleurs, c'est le best-seller du mois, sinon même on peut dire depuis sa sortie. Nous sommes à la librairie Ba à Dar Salam, au Grand Hôtel. Le libraire, c'est un acteur qui est là entre d'abord l'auteur, l'éditeur et le lecteur. Donc être libraire, c'est un beau métier, un métier à travers lequel on peut non seulement se cultiver, mais à travers ça, on peut nouer beaucoup de contacts. Ces libraires font partie de ce que l'on appelle la chaîne du livre. Il y a l'auteur, ou certains diront écrivain, mais il y a une nuance entre auteur et écrivain. Ensuite, il y a l'éditeur qui est le chef d'orchestre. Donc c'est l'éditeur qui coordonne le travail de l'auteur, des correcteurs, des maquettistes, des infographes, des relecteurs, des réviseurs de textes, de l'imprimeur. Ensuite, ça va à la librairie qui est le point de chute. Ensuite, le lecteur qui est le point final. En termes de perspective, les métiers du livre ont actuellement la cote auprès des jeunes. Aujourd'hui, à l'université de Kabbalah, une filière de formation dédiée à ces métiers a même vu le jour. Cependant, analyse Sekou Fofana, ce pas du monde universitaire n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Malheureusement, les gens ne lisent pas beaucoup. À la télé, dans les médias, c'est surtout dans les médias. Parce que les enfants, ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils aiment faire. Même son de cloche chez Djadje Kone, bibliothécaire. Je croyais qu'un bibliothécaire était un simple gardien de documents. Mais c'est après des études Bac plus 4 que j'ai compris qu'être bibliothécaire nécessite des études et des études techniques, même supérieures, en la matière. En service à la Bibliothèque nationale, son métier a tout son sens quand il y a lecteur, précise-t-il. J'ai 22 années de métier ici. Et la principale difficulté qu'on rencontre, c'est que les Maliens n'ont pas trop l'amour de la lecture. On peut regarder la télé, on peut regarder sur les vidéos et consorts, sans pourtant négliger la lecture. Le livre là, c'est très très important. Autre acteur de la chaîne du livre, les imprimeurs. La société s'est spécialisée dans la confection des livres. La place est connue de beaucoup de nos écrivains et auteurs. Ce livre est un livre, un best-seller, je dirais. Il a été produit à 10 000 exemplaires. Ce livre, je crois qu'on le vendait à 10 000 francs ou près de 10 000, j'estime. Dans la chaîne du livre, les imprimeries n'ont pas réellement la cote. C'est les coûts d'impression qui freinent beaucoup. Si vous vous plaignez les gens se plaignent à longueur de journée que le livre est cher, ce qui est relatif. Tous les intrants sont importés. Les papiers, l'encre, les machines, tout est importé, tout est taxé. Exactement. Un livre est appelé livre, mais le contenu du livre peut faire le coup. Quelqu'un qui a un livre de 300, 400 pages a du mal à vendre ce livre parce qu'il aura payé plus cher pour pouvoir le faire. Un livre de 100 ou 200 pages coûtera moins cher qu'un livre de 500 pages. Et un livre également, de par le principe de la dégressivité, un livre de 50 exemplaires commandés ne fera pas le même prix unitaire qu'un livre de 500 exemplaires ou de 1000 exemplaires. Dans la mouvance de ceux qui vivent dans l'univers des livres, nous avons les webmasters. L'avènement des TIC a vu propulser ce taux de genre d'emploi. Ils font la promotion du livre digital.
Reportage signé moi-même. Oui, merci. Adama Kamara et Marietou Diallo ont participé à la réalisation de ce reportage. Début de réponse donnée en rapport au vide constaté dans le domaine depuis de longues années dans le reportage qui va suivre. Le Mali aura bientôt une politique nationale du livre et de la lecture. Le projet a été validé lors d'un atelier au ministère en charge de la culture courant mars 2023. La politique nationale va s'articuler autour de 7 axes et son coût est estimé à 22 milliards de francs CFA. Il s'agit de doter le Mali d'un document stratégique et de son plan d'action 2024-2028. Pour l'élaboration du document, il a fallu 25 réunions et 2 ateliers. Abdul Salam Bambara, Abdoulaye Diop, Mamari Kone. Le Mali est à la recherche de sa première politique nationale du livre et de la lecture après 63 ans d'indépendance. Après une tentative infructueuse des fêtières des métiers du livre en 1978 et une recommandation formulée la même année par le Séminaire national des bibliothécaires, le moment est venu pour notre pays de se doter d'une politique nationale. Cela est dû à la rencontre de 2 choses, de 2 éléments. D'abord une volonté politique du gouvernement et ensuite une demande forte des acteurs de la chaîne du livre. C'est la rencontre de ces 2 éléments qui est aujourd'hui à la base de la politique nationale du livre et de la lecture. Ça va d'abord servir à quitter la situation de pilotage à vue. Parce que la politique donne une vision, des principes et travaille sur toute la chaîne du livre, c'est-à-dire de l'écrivain jusqu'au lecteur, en passant par l'éditeur, l'imprimeur, l'illustrationniste, etc., jusqu'au lecteur. En mars 2023, sous l'égide du ministre en charge de la Culture, notre pays a décidé de se doter d'une politique nationale du livre et de la lecture à travers un atelier de validation. Le cadre s'est tenu en présence de plusieurs personnalités, dont l'ancien Premier ministre Moussa Mara et des anciens ministres Gaussou Drabo et Diadje Yacouba Danyogo, ainsi que des hommes de culture. Bibliothécaires, archivistes, éditeurs, experts et chercheurs, la chaîne de distribution à l'élaboration de la politique nationale du livre et de la lecture a été inclusive et participative. Nous avons travaillé pendant pratiquement 6 mois. Nous avons tenu à peu près 25 réunions, 2 ateliers avant la validation. Les axes, on en a 7. Bon, ça serait long de les situer. Il y a la création littéraire, il y a les questions fiscales, il y a les questions d'édition, les questions de diffusion, les organisations, les événements autour du livre. Et tous ces axes-là ont été traduits en activité à travers un plan d'action qui se chiffre un peu à 22 milliards. À terme, il s'agit de doter le Mali d'un document stratégique et de son plan d'action 2024-2028. Celui-ci posera les jalons de soutien non seulement à l'industrie du livre, mais aussi à faire de ce sous-secteur un moyen d'essor socio-économique. Lors de l'atelier de lancement, l'UNESCO a réaffirmé son engagement à la promotion du secteur du livre et de la lecture au Mali. Les acteurs de la filière ont beaucoup de problèmes. Par exemple, la question des facilités d'accès au crédit, les questions fiscales qui sont traitées, c'est-à-dire la détaxation des intrants qui entrent dans la fabrication du livre. Aujourd'hui au Mali, cette taxe-là existe, même si le gouvernement a réduit, ça existe, ce qui fait que le prix du livre est assez élevé. Il n'y a pas de prix unique du livre au Mali encore. Cette politique nationale se traduit principalement par une action de régulation du secteur qui veille notamment à l'équilibre entre les professions du livre et produit un cadre législatif. L'élaboration de cette politique nationale du livre et de la lecture s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, celle de bâtir une société malienne intellectuellement épanouie, surtout une jeunesse instruite, confortablement armée pour affronter les défis contemporains. Après son adoption en Conseil des ministres et par l'organe législatif, notre pays pourra se doter de textes réglementaires
pour le développement du secteur. Nous allons dire merci à Mamari Koné et je crois que c'est une bonne nouvelle, ce qu'il dit dans son reportage. À la rencontre de deux de nos auteurs maliens, l'un est aguerri et l'autre est novice. Deux plumes, il s'agit de Aboubakar Eros Sissoko et Sadia Touré. Ils font désormais partie de la grande famille des auteurs maliens. Maïmouna Guindo et son équipe sont allés à la rencontre de ces deux écrivains très passionnés, suivant ce qu'elles nous ramènent. Né à Medina Koura, un quartier populaire de Bamako, Aboubakar Eros Sissoko est diplômé de l'Institut national des arts INA et de l'École des beaux-arts de Toulouse. Sissoko est issu d'une famille de 9 frères et sœurs. Très jeune, il se retrouve en France en 1998 pour les études d'animation. Son envie d'écrire prend forme. Il publie La légende de Bafoulambe Malisadjo. Cette production littéraire l'ouvre la porte d'auteur-compositeur. À l'époque, le conte de Kirikou est sorti, a été publié. J'ai dit, bon, voilà un conte. Les Blancs viennent chez nous, ils prennent nos contes, ils les traduisent bien, ils font des dessins, des bandes dessinées et des films. Pourquoi nous-mêmes on ne fait pas ça? Et ça m'a révolté un peu, parce qu'on avait tellement... le noir, surtout le malien, possède tellement de richesses qu'il peut puiser dedans pour en faire quelque chose. Et donc j'ai pris l'avion, je suis venu à Bafoulambe, j'ai écrit mon premier livre. Il s'appelle La légende de Bafoulambe Malisadjo, qui a pour titre Sadio et Maliba le potable. Et je vous avoue que à la sortie du livre, ça fait un tabac. J'ai réussi un prix. Et donc ça m'a aussi donné du courage à écrire. Né le 12 janvier 1997 à Bamako, Seida Touré est diplômée en journalisme et communication à l'Université catholique de Bamako. Seida Touré a 3 romans dans les rayons des bibliothèques. Placide, averti, Seida Touré prend du temps pour expliquer son aventure littéraire. Je ne sais pas pour les autres, mais on ne décide pas d'écrire. Moi, j'écris depuis toujours. Je me rappelle toutes mes émotions depuis que je suis très petite. J'ai toujours eu une facilité extraordinaire à tout mettre sur papier, à toujours rassembler des idées, à écrire tout ce que je vois autour de moi. Et donc, je n'ai pas décidé d'écrire. Je pense que j'écris depuis toujours. Curieux à proportion de son niveau d'instruction, Aboubakar Eros Sissoko tire son inspiration dans son environnement immédiat. Tout est source d'inspiration. Il suffit de faire appel à la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, selon lui. Bon, moi je crois que je suis un permanent observateur. J'ai fait l'observation sauvage. Tout m'inspire un peu. Tous les gens qui me connaissent, ils disent, mais tout inspire Eros. Par exemple, quand je marche dans la rue, quand je regarde comment les rues de Bamako sont sales, quand je vois toutes ces matières plastiques, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester assis et croiser les bras? Et donc, j'écris, je dis ce qui se passe dans ma tête. Et tout m'inspire parce que, à mon retour de France, quand j'ai vu dans les écoles que les enfants, les étudiants, les élèves fumaient du joint, j'ai écrit un livre là-dessus. Parce que moi, il s'est trouvé qu'une fois, moi-même, j'ai été tenté dans cette aventure. Et comme j'ai fait un accident, je sais que c'est pas bon. Ça détruit. Et donc, ce que je peux dire à ces enfants, attention d'agir. Quant à la jeune écrivaine, elle tire ses inspirations dans ce ressenti. La colère, la tristesse, la joie, quelquefois l'injustice sociale. Alors, moi j'aime bien me définir comme témoin de mon temps. Je capture tout ce que je vois autour de moi, que ce soit du positif, du négatif, tout. Je m'inspire beaucoup de la tristesse, je m'inspire beaucoup des émotions profondes que je peux ressentir, comme une situation d'injustice où vraiment je suis touchée par rapport à quelque chose jusque dans ma dignité, où je vois quelqu'un qui vit une situation d'injustice et tout de suite je me mets à écrire. Donc comme on le dit, les auteurs vont creuser au plus profond d'eux-mêmes. Donc moi, la première source d'inspiration, c'est vraiment la tristesse extrême. La lecture est le souverain remède contre les dégoûts, disait l'autre. Malheureusement, il y a aujourd'hui peu de lecteurs. Un challenge pour Eros qui s'élance dans la production des ouvrages pour enfants. Bon, le problème de la lecture, c'est un grand problème au Mali. Les personnes adultes au Mali, ils ne lisent pas. Hein. Ils préfèrent passer la journée devant la porte et discuter. Donc, mieux vaut
former les enfants à la base, quoi. Donc, dans les Mali-Croix qui s'annoncent, je crois que les écrivains ont une grande part dedans. Et c'est aussi de penser aux enfants. Seyda Touré vit dans ses intrigues 2 temps. Le temps de la tradition et de la modernité. Elle n'échappe pas au regard de la société sur une écrivaine. Déjà, vous savez, la société a beaucoup d'attentes sur nous. On a notre travail à plein temps, on a nos vies de sœurs, on a nos vies de filles à la maison, on a nos vies de femmes aussi, d'épouses, de mamans. Donc ça, c'est un premier problème, la question du temps, comment on gère notre temps pour s'asseoir. Et le deuxième problème, c'est que notre société aime tellement être avec des gens qu'une femme qui s'isole tout le temps pour écrire, ça crée des problèmes avec la famille. Et le troisième aspect, c'est qu'on scrute l'écriture des femmes. Ce n'est pas rare que tout ce que j'écris qu'on m'interpelle, ah, ça c'est toi, ton histoire, c'est toi qui l'as vécu, alors que pas forcément. Alors que si un homme écrit quelque chose, on ne va pas lui demander ça, c'est ton vécu. Bien que nos 2 écrivains apprécient l'écriture, leur passion, les difficultés ne manquent pas. Vous prenez un cahier à 200 francs, un bic à 100 francs, on peut écrire. Mais pour publier, c'est un problème. Il faut trouver une maison d'édition. Vous savez, l'écrivain ne gagne pas beaucoup d'argent. Il écrit, il fait tout, mais les maisons d'édition qui vont transformer les livres dans les imprimeries et ils payent de l'argent. Et donc, dans la plupart des cas, ils donnent 10% à l'écrivain. 10%. Un livre qui se vend à 5 000, toi qui l'as écrit, qui as tout fait, tu gagnes 500 francs. C'est qu'on écrit quelque chose, mais c'est difficile qu'on nous soutienne dans l'édition, dans la promotion du livre et tout, donc, et surtout dans la distribution. Faire en sorte que les livres soient accessibles un peu partout, c'est l'une des difficultés. Aboubacar Eros a déjà signé 25 livres et Seyda Touré 3 romans. Ils comptent continuer à mettre leur plume au service de la population. Car a-t-on appris que la lecture est la clé qui démarre le moteur de la connaissance d'une nation. On va applaudir pour Maïmouna Guindo. Alors, nous allons à présent ouvrir le débat. Je crois bien que nos invités sont assez imprégnés avec ces différents reportages. Sidiki Dambélé, c'est à vous. Merci à vous, Nyanya Loutraouré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la deuxième partie de cette émission consacrée justement au débat sur la problématique de la filière livre au Mali, un trésor inexploité. Vous savez, à l'image d'autres filières comme le coton, l'or, le bétail, viande, les riz, il y a la filière du livre aujourd'hui regorge d'énormes potentialités et un immense trésor, comme on l'a dit, mais qui reste sous peu exploité, pour ne pas dire un trésor qui n'est pas du tout exploité. Alors, c'est pourquoi nous lançons les débats aujourd'hui, car on le dit, de l'auteur ou de l'écrivain au libraire, en passant par le correcteur, l'éditeur, le distributeur, le diffuseur, les clubs de lecture, il faut reconnaître que les acteurs de la filière livre aujourd'hui se battent pour survivre, alors que dans d'autres pays, la filière économique du livre est considérée comme la première des industries culturelles. Alors, quels sont aujourd'hui les goulots d'étranglement? Quelle politique nationale du livre et qu'il faut-il faire pour exploiter à fond le secteur, le trésor caché entre les lignes au bénéfice de tous les acteurs et de l'État? Nous lançons le débat justement avec nos invités qui sont Madame Fatoumata Keita Nyari, elle est femme de lettres, écrivaine, auteure d'une 12aine d'ouvrages, dont Polygamie, gangrène du peuple. Elle est la promotrice de la maison d'édition Figura Édition. On l'appelle affectueusement Fatou. Bonsoir, Fatou. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Fatou, vous avez apparemment une dent contre les polygames ou quoi? Alors, ça, c'est une œuvre de jeunesse qui a été écrite quand j'avais 20 ans. Voilà. Et c'était un regard. Il n'est pas forcément dit que si je devrais la réécrire aujourd'hui, cette œuvre, que ce sera le même regard, la même vision. Voilà. D'accord. Merci Fatou. Notre deuxième invité est M. Sekou Fofana. Il est le secrétaire général de l'OMEL. L'OMEL, c'est l'organisation malienne des éditeurs de livres. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Troisième invité, Mamadou Makalou.
Il est écrivain et commissaire général du Salon du livre de Ségou. Bonsoir, Monsieur Makalou. Exact. Bonsoir. La dernière édition du Salon du livre de Ségou, c'était le mois dernier, si ma mémoire est bonne. Oui, c'était du 18 au 21 mai dernier. Ok, comment ça s'est passé? Très bien, c'était vraiment bien. Ça nous a permis de donner du souffle au métier du livre. C'était vraiment fabuleux. Voilà. Et vous avez gagné beaucoup d'argent? Ça, c'est relatif. Ouais. Notre quatrième invité est professeur Birama Diakon. Il est le directeur national des bibliothèques et de la documentation. Il est là au compte du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Bonsoir, monsieur Diakon. Professeur, c'est combien le taux moyen de fréquentation dans vos bibliothèques à peu près? Bon, nous oscillons à peu près entre 15 000 à 20 000 par an. Ça dépend des années. En temps de Covid, nous avons senti une baisse. Une baisse. Après la Covid, nous avons senti une remontée. 15 000 à 20 000 lecteurs par an, à peu près. Oui. On a du chemin à faire. Enfin, pour animer ces panels avec moi, notre expert en économie, car il faut souligner, nous traitons cette thématique sous l'aspect économique. Et Mahamadou Bassirou Tangara est notre expert en économie. Il est enseignant-chercheur en économie du développement à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Bonsoir, Monsieur Tangara. Bonsoir, Monsieur Damlé. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. D'abord, un mot sur l'état de santé économique de la filière livre aujourd'hui au Mali. On va commencer par les principaux acteurs, Fatou, Sekou et Makalou. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le secteur du livre vit à un rythme normal? Fatou. Je pense que Loumel est là pour mieux répondre à cette question, mais je commence. Merci à chacun, bonsoir à tout le monde. Merci de partager ce moment avec nous. Le secteur du livre au Mali, est-ce que ça se porte bien? Alors, de toute façon, ce qui concerne le livre dans un pays d'oralité comme le Mali, on ne dira pas que c'est l'agonie, mais c'est dans un état de survie, puisque les acteurs ne lâchent pas et que le terrain n'est pas toujours propice. Mais nous continuons, nous ne lâchons pas, nous espérons que ça va finir par porter. Nous avons vu en ces dernières années beaucoup d'événements qui se créent autour du livre et ça donne un souffle au livre. Mais la question de financement, la question de la difficulté de la production littéraire reste intacte. Et donc, on ne peut pas dire que ça se porte bien. Okay. Mais nous nous approchons. On va y venir. Sekou, comment se porte le secteur selon vous aujourd'hui? Merci Sidiki. Bonsoir l'assistance. Les livres pourraient se porter mieux si on arrivait déjà à caser les livres, si je peux me permettre cette expression. C'est-à-dire on ne sait pas dans quel secteur de l'industrie classer les livres. Aujourd'hui encore, dans notre société, le livre n'a pas trouvé sa place exacte. Est-ce que c'est des industriels? Est-ce que c'est des acteurs culturels? Les éditeurs des livres, les auteurs et autres? Est-ce que nous sommes des industriels? Est-ce que nous sommes des Est-ce que cela n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas une bonne organisation du secteur aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que tout le monde se lance dans le secteur. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de... c'est ouvert à tout le monde. Oui, je pense que c'est parce que ceux qui sont chargés de construire la maison ont laissé la porte ouverte à tout le monde et puis tout le monde entre par la porte, par la fenêtre. C'est ce qui fait qu'il y a ces vides-là qui est là. Même si nous sommes là, sur le plan législatif, réglementaire, nous n'avons aucune reconnaissance en tant que tel. D'accord. Makalou, pas de porte d'entrée, pas de clôture, pas de fenêtre. Le secteur est ouvert à qui veut entrer. Monsieur Dambélé, permettez-moi, avant de répondre à votre question, d'adresser mes sincères salutations à ce public qui a osé effectuer le déplacement pour venir soutenir les livres. Ce n'est pas courant. Permettez-moi ces cris d'intonation, d'étonnement et d'interpellateur. Comment peut-on comprendre que le livre puisse être un trésor inexploité au Mali? Le Mali,
le pays de Ahmed Baba, le pays de Mama Haïdara, le pays de Waka Miseko, le pays d'Alpha Omar Konaré, le pays d'Adamba Konaré, le pays de Filidabo Sisseko, le pays de Guido Almami, le pays de Nyaro Kramo, le pays de Cheikh Modibokan de Dili, le pays de Cheikh Amaoula, j'en passe. Ça veut dire que quelque part... Donc c'est pourquoi on se pose la question si ce n'est pas un trésor inexploité. Oui, un trésor inexploité. Effectivement, le thème est bien choisi, c'est un trésor inexploité. Le livre est un trésor inexploité au Mali, alors que c'est un produit à caractère spécial, mais qui peut créer de la richesse, d'énormes richesses. Ça peut créer beaucoup d'opportunités d'emploi, surtout pour cette jeunesse. Mais la filière n'est pas assez soutenue, la filière n'est pas assez organisée, et n'importe qui vient là-dedans, souvent par effraction. Moi, mon amour pour le livre, ça commence depuis le lycée. On écrivait des journaux et pour la petite histoire, j'avais le seul journal thématique qui s'occupait de la promotion des métiers du livre au Mali ici. Bonne lecture, journal d'incitation à la lecture et à la recherche. D'accord. On va arriver aux propositions des solutions, M. Makaluma. En attendant, le professeur Diakon, les diagnostics là est posé par les acteurs, vous venez de les entendre. C'est le ministère quand même de la Culture aujourd'hui qui est censé donner l'impulsion nécessaire au secteur. Que représente pour vous, que représente la filière livre aujourd'hui dans vos politiques de développement culturel? Bon, le livre ne se porte pas très bien, mais il ne se porte pas trop mal. Si on se réfère à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le verre est à moitié plein. C'est une dynamique. Et bien sûr, le livre se porte mal et c'est là des explications. Je peux donner peut-être 3 raisons. La première raison est qu'au Mali, le secteur du livre n'est pas pris en compte dans les plans nationaux de développement, ni dans les plans des collectivités, du développement des collectivités territoriales. Mais qu'est-ce qui explique ça? À qui la faute? Bon, c'est une situation que j'ai décrite. Mais maintenant, c'est collectif. C'est collectif. Peut-être qu'on n'a pas pris conscience de l'importance du secteur. La deuxième raison, c'est l'absence de politique. Et cela est dû au marasme économique que nous avions connu ces dernières années, avec les ajustements internes et externes, qui fait que les décideurs, les banques sont frileux par rapport au soutien au secteur du livre. Diderot disait il parlait de commerce de librairie. Oui. C'est le commerce des idées, il y a des risques. Mais c'est un risque qu'il faut peut-être prendre. C'est la conjugaison de tous ces facteurs-là qui explique aujourd'hui la léthargie au niveau du secteur du livre et de la lecture. Mais avec la politique nationale, je pense et la sensibilisation, parce qu'il y a la sensibilisation aussi. Il y a la sensibilisation aussi si nous prenons par exemple le cas des médias. Les médias ont un grand rôle. Par exemple, l'ORTM peut accorder des taux publicitaires préférentiels, créer des espaces promotionnels. Cela n'existe pas dans les textes. Mais lorsqu'on va voter les textes... De poser les débats déjà sur la question, c'est vraiment une grande contribution de l'ORTM. Oui, bien sûr, on vous remercie parce que la passion du service, on vous remercie, mais il faut que ça soit dans les textes. D'accord, voilà, c'est bien noté. Merci, professeur. Alors, M. Tangara, au vu de toutes ces explications, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous sommes véritablement dans les schémas d'une économie du livre moteur de développement et de croissance? Okay, merci pour la question. Et avant, j'aimerais m'associer aux autres débatteurs pour remercier ce public, puisque ce n'est pas évident au Mali, quand vous venez pour parler de la connaissance, et spécifiquement du livre, que vous ayez la salle remplie de la sorte. Mais si vous déplacez l'intérêt sur un folklore, vous allez voir que la salle allait être remplie à craquer. Alors donc, je leur dis merci et aussi merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Pour revenir à la question, je pense que c'est, je vais dire, entre guillemets, mais c'est trop ambitieux pour dire
qu'on peut parler d'une économie du livre au Mali au regard de tout ce qui a été dit, au regard de tout ce qui se passe sur le terrain. Du point de vue économique, parler du livre et de l'économie du livre amène à parler de deux dimensions. Rapidement, une première dimension qui porte sur l'offre, une deuxième dimension qui porte sur la demande. Et l'offre, si on peut caricaturer de la sorte, on va dire, est représentée par l'édition et la demande est représentée par le lecteur ou par la lecture. Et une analyse simple permettrait de dire que l'offre, quand bien même qu'il y a des difficultés, elle existe. Ce qui pose problème et qui fait qu'il est difficile de parler d'une économie du livre au Mali, ça c'est la demande. C'est vrai, il y a de ces économistes qui soutiennent la thèse que chaque offre crée sa demande. Mais pour les biens spéciaux ou les biens à caractère spécial, comme Marlou disait, des coups d'impulsion sont nécessaires, des coups de pouce sont nécessaires, des politiques sont nécessaires. Le professeur l'a rappelé, le passage. Alors, amener le livre à jouer ce tremplin comme un outil de relance, de croissance économique et de développement nécessite des politiques qui vont donner cette impulsion et cette dynamique, cet engouement-là, pour que la demande puisse exister. Parce qu'on ne va pas vraiment se voiler la face, la demande, elle n'est pas là. C'est vrai, il y a quelques... Quand on préparait cette émission, je vous posais la question de savoir si on peut avoir des chiffres sur la filière livre aujourd'hui. Vous m'avez dit, non, M. Dambélé, c'est difficile d'avoir des chiffres sur la filière aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi c'est si difficile d'avoir des chiffres sur la filière, le secteur livre aujourd'hui? J'en venais justement. J'essayais de comprendre, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis quelques années. On a fait des études pour comprendre comment l'état de la production de la connaissance savante se porte dans certains pays de l'Afrique. Et j'ai eu l'honneur de faire ce travail-là pour le compte du Mali. Alors donc, si vous essayez de travailler sur n'importe quel sujet, vous allez collecter des statistiques. Et je crains fort, je parle certainement sous le contrôle du représentant du ministère, que s'il y a cette organisation de la statistique autour du livre et en termes de vente et en termes de revenus. C'est vrai, il y a de ces individualités qui s'organisent de la part des acteurs privés qui sont ici présents aujourd'hui en train de discuter de la question. Mais le problème est que cette organisation de la statistique n'est pas là pour pouvoir discuter de ce que ce secteur-là puisse apporter à l'économie de façon générale et même à son propre économie si on reste sur l'analyse du segment du livre. D'accord, justement, le marché du livre, comme on l'a dit, fait intervenir une chaîne d'acteurs aux métiers variés, ce qui en fait bien sûr son originalité. Alors, Sekou, on va revenir à vous au niveau de l'OMEL. Dites-nous comment le système est organisé de telle sorte que chacun puisse tirer son épingle du jeu, je veux dire tous les acteurs du secteur. Comment c'est organisé? Je pense qu'au sein de l'OMEL, il faudra comprendre par l'OMEL que c'est une association d'éditeurs. Nous ne parlons pas au nom de tous les acteurs de la chaîne du livre. Nous parlons au nom des éditeurs d'abord. Et oui. Il se dit que vous êtes les patrons parce que c'est vous qui gagnez le plus dans la chaîne. Oui, c'est ce qu'ils les éditeurs. C'est ce qu'ils prétendent. C'est ce qu'ils prétendent. Chacun pense que c'est l'autre qui gagne le plus. Donc c'est pas vrai. C'est des bonnes guerres. Donc c'est pas vrai. Pas forcément. Pas forcément, puisque l'éditeur est celui qui prend le plus de coûts. C'est lui qui investit son bien pour la fabrication du livre qui ne s'achète pas, qu'il a au magasin pendant une dizaine d'années. Et c'est l'auteur qui est là tous les jours. On va revenir. L'auteur qui est là tous les jours pensant que l'éditeur s'enrichit sur son dos. Quelqu'un fait un seul livre au Mali, il pense qu'il peut devenir milliardaire. Si c'était pour ça, chacun allait devenir auteur. Mais je pense que l'OMEL, en tant qu'association des éditeurs, fait en sorte que tous les maillons de la chaîne puissent se retrouver à travers des activités. Comment défendre notre secteur? C'est en nous mettant d'abord ensemble. Les éditeurs d'abord ensemble, les libraires ensemble, les auteurs ensemble. Je pense qu'il y a ces associations. Et comment faire en sorte que chacun de nous puisse tirer son épingle du jeu? Oui. C'est de façon participative, à travers un plaidoyer. Nous avons tous dit ici que les livres ne marchaient pas parce qu'il n'y a pas
des politiques incitatives, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de fonds de soutien, il n'y a pas de... Mais si on va individuellement en tant qu'éditeur, on n'a aucune chance d'arriver à faire bouger les lignes. Si les auteurs vont individuellement en tant qu'auteurs, ils n'ont aucune chance de faire bouger les lignes. La solution, c'est que toutes ces corporations, auteurs, éditeurs, libraires et tous les autres maillons de la chaîne s'associent. Et c'est ce que nous essayons de faire au sein de l'OMEL. À travers quoi? À travers des activités comme celles que nous venons de mener, les Journées internationales du livre au Mali, ou encore pendant la rentrée scolaire, la foire de la rentrée scolaire du matériel didactique qui réunit les éditeurs, les libraires et les auteurs. Ça, ce sont des activités comme ça qui peuvent faire en sorte que chaque intervenant dans la chaîne puisse tirer son épingle du jeu. Mais cela aussi doit bénéficier du soutien du secteur public de l'État. Donc nous pensons qu'il faut créer des coins de lecture dans nos écoles, créer des bibliothèques et les approvisionner. Il ne s'agit pas de salles vides. Nous pensons qu'il faut créer, et aussi un dernier point, que dans les budgets d'État, que les livres ne soient pas mélangés avec n'importe quoi. Oui. Si on prend les budgets, on dit toujours achat des livres et des fournitures, achat des fournitures et des livres. C'est un fourre-tout, c'est un mélange de tout genre. Donc les choux et les fleurs, ça ne marche pas ensemble. Donc il faut détacher les livres. Il faut un budget spécial, dédié uniquement aux livres. Alors, oui. Fatou, bien, merci Sekou. Fatou, on vous va poser la question de façon très simple. Est-ce que le métier du livre fait vivre son homme aujourd'hui au Mali? Pour votre cas, sa femme. Ok, alors, merci beaucoup. Nous parlons de livres. Et quand nous parlons de livres, on ne parle pas de Gessner, on ne parle pas de Sandouche, on ne parle pas d'haricot pour les Koulibaly. Ça veut dire qu'on parle d'un produit qui n'est pas forcément prisé. C'est un produit qui est commercialisé. Et lorsqu'il n'est pas prisé, et même quand c'est prisé d'ailleurs, c'est prisé seulement par quelques-uns. Ça veut dire qu'il y a une minorité lettrée, et parmi cette minorité lettrée, il y a une minorité dans cette minorité intéressée par le livre, pas tous. Donc, comment est-ce que nous pourrons vivre de ce que nous faisons si l'offre et la demande ne sont pas équilibrées? D'accord? Ce que nous donnons, nous mettons sur le marché, il y a sur tous les plans des politiques de promotion, non seulement du livre et de la lecture, parce qu'on ne promettra jamais le livre sans promouvoir la lecture. Il faut promouvoir la question de la lecture. La problématique de la lecture chez les adultes, peut-être qu'elle ne pourra jamais être résolue au Mali, mais ce que nous pourrons résoudre aujourd'hui, c'est la problématique de la lecture chez les enfants. Pour que dans les 20 années à venir, dans les 30 années à venir, si le Malien d'aujourd'hui n'a pas lu, que le Malien de demain, si nous y travaillons, puisse lire. C'est en ce moment peut-être que les auteurs, l'éditeur et tous ceux qui sont concernés par la chaîne du livre pourront vivre du fruit de leur travail. Et je ne pense pas que ce soit seulement au Mali que l'auteur et l'éditeur ne vivent pas de leur travail, mais même à l'extérieur. Quand nous voyons les pays les plus développés, j'ai communiqué avec une Canadienne en visioconférence il n'y a pas longtemps, qui me disait, elle est éditrice, j'ai dit, mais comment ça se passe là-bas, comment ça se porte? Elle me dit, ce sont les imprimeurs qui gagnent. Ah. Et donc, si quelque part, les auteurs nous disent, moi je suis auteur, je suis encore auteur, et cette problématique de l'équité des gains entre l'éditeur et l'auteur, j'ai été en plein pied dedans et j'ai été dans les mêmes accusations qui sont portées aujourd'hui à l'égard de l'éditeur. Okay. Mais il faut être l'éditeur aussi pour comprendre que ce n'est pas cela. Parce qu'à nos risques et périls, les éditeurs publient. Ce sont eux qui payent l'impression, toute la conception du livre avant l'imprimerie. Et lorsqu'il s'agit de la distribution au niveau des libraires, tout le coût qui est enlevé de ce produit, c'est l'éditeur qui le porte. Et donc, du coup, est-ce qu'à un moment donné, on se demande les 10% que les auteurs gagnent, est-ce que ces 10% sont valables chez l'éditeur? Je ne pense pas. Quand vous enlevez tous les frais d'impression, frais de conception infographique, de relecture, correction, de distribution, de diffusion, est-ce que l'éditeur va arriver à tirer son épingle du jeu? Alors, dites-moi, comment est-ce que le prix du livre est fixé et qui fixe le prix du livre? Le prix du livre, il est fixé en fonction du coût investi dans le livre.
Donc c'est l'éditeur qui fixe le coût du livre. C'est l'éditeur en collaboration avec son auteur, parce que ça dépend du contrat. Ça dépend du type de contrat que vous signez avec l'éditeur. Si c'est à compte éditeur, c'est l'éditeur qui a le monopole du prix. Mais si c'est à compte auteur, l'éditeur donne le stock à son auteur, il met le prix qu'il veut en fonction de ce qu'il a investi dans le livre. Merci Fatou. Professeur Diacon, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a véritablement une industrie du livre? Bon, je ne peux pas dire ça. On n'a pas une industrie du livre. Il y a quand même des facteurs qui nous montrent que c'est une industrie qui est en train d'évoluer. C'est une industrie qui est en train d'évoluer. Si nous tenons compte des statistiques, et très souvent, le problème, c'est la recherche dans le secteur du livre. On n'a pas tellement de statistiques. Les statistiques que nous avions, c'est soit de la Banque mondiale ou bien des éditeurs indépendants. Si nous prenons par exemple votre discussion, nous on est un médiateur d'information, on n'est pas éditeur, on est médiateur, la bibliothèque est médiateur d'information, mais nous sommes intéressés par le prix du livre parce que nous achetons les livres. Voilà, il y a la question d'intrants qui a été abordée. Par exemple, au Mali, le matériel éducatif est taxé à 18%. L'État a fait des réductions par rapport au papier, qui est à 5%. Vous dites que l'État subventionne le matériel, oui, le matériel éducatif est taxé à 18%. Le papier à 5%, l'État a réduit de 5%. Et le matériel informatique de 5%. Ça, c'est les dernières données de la Banque mondiale qui fait que, hormis le matériel scolaire, le manuel scolaire n'est pas taxé, pas du tout. Voilà, ce qui fait que la détaxation n'est pas encore une réalité sur les intrants. Et pourtant, nous avons signé l'accord de Florence et le protocole de Nairobi. Et le traité de Marrakech, le Mali a signé et adopté. Ce n'est pas appliqué. Cette discussion-là va cesser. Peut-être le prix du livre va baisser. En tout cas, le prix moyen du livre, selon les études, c'est entre 7 à 10 euros. C'est-à-dire le prix le plus bas et le prix le plus élevé. Voilà, souvent 15 000, 20 000, 5 000, de 5 000, 4 000, de 4 000 à 30 000, souvent nous payons des livres à 30 000. Donc il faut un peu voir la moyenne, c'est un peu élevé. D'accord. Effectivement. Monsieur Makalou, sur les prix du livre, parce qu'on a l'habitude d'entendre des gens dire à quelqu'un qui cherche son prix de condiment à 1 000 francs, 10 000 francs, vous lui demandez d'acheter un livre à 20 000 francs, comment c'est possible? Monsieur Damble, merci beaucoup. Moi je pense que tout ça c'est des propos aléatoires. Quand on veut, on peut. Vous savez, la situation du livre au Mali, c'est comme si quelqu'un est dans un labyrinthe. Moi, je prends mon cas spécifique. On est dans le labyrinthe pour être à ceux qui se battent pour pouvoir s'en sortir. Pour dire à quelqu'un, il y a des gens qui achètent, il y a une dame qui vient de dire, ma collègue écrivaine, les gens achètent des Getzner ici, les gens achètent des trucs lors des cérémonies, que ce soit religieuses ou bien des fêtes ici, les gens dépensent à gogo ici. Mais le prix du livre, là, quelqu'un qui a la passion de lire, qui veut se cultiver, qui veut s'enrichir intellectuellement, s'épanouir, mais il ne compte pas du tout. Il ne compte pas du tout. C'est une question de volonté seulement, mon frère. Et pour revenir à mon cas spécifique, je vais vous faire une petite confidence. En créant le salon du livre de Ségou en 2014, oui. Moi j'ai investi à peu près 3 millions dedans. Mais c'était un projet fou. Tout le monde me prenait pour un fou, y compris la famille. Mais en réalité, nous avions de la vision autour des activités du salon du livre de Ségou. On est revenu, on a fait une deuxième édition. C'est extrêmement difficile. Est-ce que vous avez des partenaires? Nous commençons à avoir des partenaires. Est-ce qu'il y a les banques qui vous accompagnent? Peut-être on va poser la question aux banquiers s'ils sont dans la salle. Est-ce que les banques vous accompagnent dans cette aventure-là? Certaines banques de la place nous sponsorisent. Et nous voulons sortir de ces appuis et de ces sponsorings
pour qu'à la longue, le salon s'autofinance. Et en la matière, nous avons monté des projets d'investissement à plus de 2 milliards 440 millions que nous sommes en train de courir. Et Dieu merci, récemment, il y a un opérateur économique qui est dans l'hôtellerie et qui m'a même soutenu, que je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Au cours d'une conférence, il m'a donné un rendez-vous, je suis venu, je n'avais pas son temps. Il a donné instruction à ce qu'on fasse un chèque pour nous soutenir par rapport à la 4e édition du salon et que le projet d'hôtel qu'on veut faire à l'effigie du livre, que ça l'intéresse. Un chèque de beaucoup de millions? Bon, ça c'est entre parenthèses. Et là, c'est la croyance. Et tout ça là, c'est pour que le livre puisse être vu, donner un point d'appui au livre. Pour que nous ne soyons pas, qu'on ne râle plus. Vous savez, écrire, c'est entreprendre d'abord. Donc, on peut bel et bien vivre de l'écriture au Mali à condition d'y croire et de foncer. D'accord. Merci, Makalou. Oui, Fatou, vous voulez réagir par rapport à ça? Oui. Réagir par rapport à la question d'accès. La question d'accès, quand vous dites que quelqu'un qui cherche à boire et à manger, quand on lui demande d'acheter un livre à 20 000, comment il va faire? La question d'accès est une question réelle, hein, c'est une réalité. Oui. Parce que quand vous voyez les étudiants, par exemple, qui ont besoin d'acheter des livres et qui en ont besoin pour leur formation et qui ont beaucoup de problèmes financiers qu'ils n'arrivent pas à acheter, c'est vraiment une réalité. Mais nous pensons que cette question d'accès, nous pourrons la résoudre avec la politique du livre qui est en cours, avec la question d'un fonds de soutien du livre au Mali. Parce qu'une fois que nous aurons ce fonds de soutien, c'est vrai que ce n'est pas tous les livres ou tous les éditeurs ou tous les auteurs qui vont bénéficier de ce fonds, mais nous espérons que ça peut être vraiment un grand pas dans la question d'accessibilité du livre par rapport aux moyens du Malien. Donc vous allez distribuer gratuitement des livres aux étudiants, c'est ça? Pas gratuitement forcément, mais si un livre qui est édité à 500 exemplaires, on est obligé de le vendre à 22 000. Par exemple, si ce livre est édité à 1000 exemplaires ou 10 000 exemplaires, avec la question de régressivité, ce livre va nous revenir moins. Un livre qui est subventionné par l'État ne va pas non plus avoir le même prix qu'un livre qui n'a pas été subventionné. Donc, il ne s'agit pas. Moi, je ne distribue pas d'ailleurs le livre, hein, parce que je ne pense pas que la question soit réellement la question de prix à tous les cas. Dans tous les cas, ce n'est pas la question d'accès. On donne les livres à certains, ils ne les lisent pas. Moi, je ne donne jamais les livres, parce que quand vous êtes intéressé, vous me dites c'est 10 000, je n'ai pas 10 000, donnez-moi à 5 000, j'ai 5 000, je vous donne. Mais si vous n'êtes pas intéressé, même si je vous le donne, vous ne le lirez pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la question d'accès à des niveaux, c'est-à-dire au niveau universitaire, au niveau estudiantin, c'est une question qui est réelle. Mais cette question, nous l'espérons fort, qu'elle trouvera sa réponse dans la politique nationale du livre et de la Tangara, et on a quand même un embryon qui est là. Comment on peut mesurer aujourd'hui le poids économique de cette filière livre-là au Mali? Merci pour la question. Est-ce que c'est par le nombre d'emplois créés, le chiffre d'affaires ou bien par la contribution fiscale? Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut mobiliser pour mesurer la contribution de ce secteur à l'économie nationale. Mais avant, je me réfère une petite parenthèse. Ce qui a été dit ici, c'est pertinent comme observation et comme orientation, mais ça touche encore de l'aspect offre. Or, la clé, je pense que ça viendrait de l'aspect demande. Juste un exemple. J'ai des collègues, y compris moi-même, nous avions audité des ouvrages et des ouvrages spécialisés que nous recommandons à nos étudiants. Mais ces mêmes étudiants à qui nous donnons cours et qui sont censés avoir nos ouvrages, y compris d'autres ouvrages, n'ont pas accès à nos propres ouvrages que nous avions édités pour eux, pour l'enseignement. Et ça rejoint à ce que madame est en train de dire au niveau étudiantin, au niveau universitaire, il y a ce problème d'accès aux cours. Maintenant, pour revenir à votre question, si par exemple on tirait la demande, cette demande va maintenant aussi impacter sur l'offre. Parce qu'elle a dit quelque chose de très important pour nous les économistes. Il faut aller à l'équilibre. Et l'équilibre ici, c'est à travers le jeu de l'offre et de la demande. Du coup, le prix qu'on est en train de discuter ici, elle a rappelé, est fixé par l'auditeur, devient un élément qu'on va dire price taker. Tous les consommateurs sont preneurs du prix. Le prix est
est fixé après avoir connu l'ensemble du coût. Donc ça veut dire que ce prix-là doit être rémunérateur de l'effort de l'éditeur et de l'effort de l'auteur, donc l'ensemble de la chaîne. Ce n'est pas le prix qui pose problème. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est qu'il n'y a pas la demande. Même si le prix est à 5 francs, y compris les coûts, s'il n'y a pas la demande, on ne pourra pas faire profit. Alors, il y a plusieurs dimensions par lesquelles l'économie du livre peut impacter l'économie nationale à travers la création de l'emploi, à travers le paiement de taxes fiscales et d'autres activités para. Justement, professeur, à ce niveau, que peut attendre l'État en termes d'impôts, des taxes, d'un secteur qui tire le diable par la queue, pour les acteurs qui voient le diable, bien sûr? Oui, il faut impérativement aller vers des réformes, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut aller vers des réformes. Et il faut sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent que c'est une niche d'emploi. Toutes les études, la dernière étude qui a été effectuée par le ministère en collaboration avec la GIZ, Maya et Donko, a montré clairement que c'est un secteur d'avenir. Ce n'est pas seulement le livre en papier, c'est le numérique. C'est le numérique, c'est aussi l'emploi au niveau des éditeurs. La diffusion a des problèmes. Alors il faut inciter les jeunes à aller vers ces niches-là, en créant des filières, parce qu'il n'y a pas de filière de formation d'éditeurs au Mali. Il n'y a pas de filière de formation de distributeurs au Mali, de diffuseurs au Mali. Donc il faut aller vers ça. Mais seulement je voudrais réagir par rapport à l'accessibilité. L'accessibilité n'est pas que financière, elle est souvent structurelle. Si nous prenons le cas des langues nationales, il y a combien de Maliens qui parlent le français? En tout cas, les dernières statistiques, c'est entre 17 à 20% de Maliens qui parlent français. Donc les autres parlent les langues nationales. Mais si nous prenons la part des importations, nous importons à peu près 80% du livre. 80%. Nous n'avons pas les données concernant seulement le Mali, mais je vais vous donner une idée par rapport aux données de la CEDEAO. Nous importons à peu près pour 17 millions d'euros, les 8 pays de la sous-région. Donc ça veut dire que si nous nous mettons à travailler, cette manne-là, cet argent-là que nous utilisons dans l'exportation de livres étrangers et qui ne répond pas souvent à nos besoins, si on se mettait à travailler sur nos langues nationales, vous voyez comment ceux qui parlent les langues nationales, les locuteurs des langues nationales sont exclus. Et ça joue sur nous en tant que bibliothèque publique, parce que ça joue sur la bibliodiversité. Normalement, nos langues doivent être connues à travers les livres. Exactement. Mais malheureusement, cette bibliodiversité-là, si elle n'est pas défendue, ça joue sur nos clients, ceux qui viennent lire, parce qu'ils ne trouvent pas un contenu diversifié. D'accord, c'est vrai. Voilà. Une réaction sur la contribution du secteur à l'économie nationale? Moi, je pense que les livres, au-delà de ce qu'on voit tous les jours, participent activement à l'économie nationale. On prend un exemple simple. En organisant une manifestation d'envergure internationale, un salon du livre, une foire du livre, il y a même la rentrée littéraire où on a à peu près une cinquantaine d'invités chaque année. Quand ils viennent, ils logent dans des hôtels, ils se nourrissent ici, il faut les transporter. En partant, ils achètent quelque chose, quelques cadeaux. Ça participe à l'économie nationale, même si on n'a pas la possibilité aujourd'hui de quantifier l'apport de ces participants à ces activités. Au-delà, n'eût été la situation actuelle de notre pays, le tourisme, ça bénéficie suffisamment de ces manifestations que nous organisons autour du livre. Au-delà de ça, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de l'accès au livre. L'accès n'est pas que financier, il y a aussi l'accès physique. Les livres produits à Bamako restent à Bamako à 99% des cas.
Ce qui veut dire, en créant des librairies dans nos régions, on peut également créer de l'emploi. Je prends juste un exemple. À la veille de la rentrée scolaire, il y a tous les Maliens se ruent vers les différents marchés pour acheter des livres. Même ceux qui d'habitude ne travaillent pas au marché deviennent des vendeurs de livres. Ça veut dire que si la filière est mieux structurée, ça peut générer énormément d'emplois et énormément de ressources financières. Ok, merci. Une réaction, on va suivre. Ok, allez-y d'abord. La question financière, le poids financier, il est certainement faible. Mais quand même, le secteur du livre, les maisons d'édition sont allées croissant. Les faibles, vous l'estimez à combien? 1%? Pas un pourcentage, mais d'autant plus que nous employons non seulement les relecteurs, nous employons des infographes, nous employons tout ce que, comme illustrateurs, et il y a des libraires qui vivent du livre, qui ne vivent que du livre. C'est vrai que ce ne sont pas des livres essentiellement produits au Mali, mais il y a quand même un poids économique. Il serait essentiel, vraiment de faire une étude pour voir au niveau des librairies, au niveau des imprimeries, comment est-ce qu'ils négocient un peu cette rentrée par rapport aux maisons d'édition. Ils vont nous dire que c'est peu par rapport au reste, mais quand même c'est aussi un petit coup, même si le poids est faible. D'accord, oui. Merci. Oui, allez-y. Juste un petit rajout par rapport à la contribution de la chaîne du livre à l'économie nationale. Et moi, je me souviens quand je écrivais mon deuxième livre, Investir au Mali, 50 idées pour créer son entreprise, elle a reçu. Mais j'avoue honnêtement, toute la documentation que j'ai consultée, mais je n'ai pas vu un pan où il est écrit que le livre est un secteur porteur au Mali. Une réaction sur la contribution du secteur à l'économie nationale? Oui, regarde, en fait, si on prend cette chaîne, c'est une chaîne très complexe et il y a plusieurs maillons. Et une fois que l'élément central qui est le livre tourne, son industrie tourne, donc il y a plusieurs autres maillons qui tournent. C'est vrai, aujourd'hui, c'est déplorable de ne pas, avec un seul clic, avoir des statistiques, des informations sur et la quantité de livres et le prix et la vente et le chiffre d'affaires généré autour de ça. Ça, c'est déplorable. Et si on veut donner un coup de fouet à ce secteur, ça va commencer par là. Aussi, le développement du livre va amener également un autre élément qui est le secteur aussi d'Internet, puisque aujourd'hui, il faut aller vers tout ce qu'on appelle aujourd'hui Open Access. Je viens d'une conférence où il y a des livres qui sont exposés et subventionnés, bien sûr, mais d'autres qui se promènent avec des tickets où vous pouvez scanner et télécharger un livre gratuitement pour nous. En fait, il y a quelqu'un derrière qui a supporté les coûts d'achat pour que la demande puisse se porter. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en considération. Merci. Si on veut un jour que ce secteur contribue à l'économie nationale. Merci Tangara. En 2018, selon nos informations, les marchés européens du livre représentaient 32 milliards d'euros de ventes. Nyanya Traoré, on va avoir avec vous un dernier sujet de reportage et ensuite on va donner la parole au public pour des questions, des contributions pour les débats. Merci. Tout à fait, Sidiki Dambélé. Et notre expert a trouvé la transition. Voyons cet autre aspect de la problématique. Je vais vous parler de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui a été, il faut le reconnaître, un véritable défi pour les acteurs de la chaîne du livre. Les lecteurs sont de nos jours partagés entre la copie dure, autrement le manuscrit, et nos écrans de smartphone. Actuellement, je suis sur mon écran. Cette nouvelle tendance est-elle une opportunité ou un frein pour la chaîne du livre? Boubacar Bablé Touré répond à la question. C'est le livre qui renferme le savoir, a-t-on coutume de dire. Généralement, il est vendu et lu en copie dure. Toute chose qui contribue à la promotion des bibliothèques, des librairies, des imprimeries, bref, toute la chaîne de l'industrie du livre. Depuis un moment, une nouvelle tendance a vu le jour en lien avec l'évolution de la technologie. Il s'agit de la lecture des œuvres littéraires sur la toile, c'est-à-dire Internet.
Si certains lecteurs trouvent cette méthode très avantageuse, d'autres préfèrent toujours le support physique. Moi, je préfère version dure parce que nous avons constaté à travers nos grands-parents qui ont eu à étudier et qui nous ont conseillé de lire les livres. Beaucoup de secrets se cachent dans les livres, précisément les livres durs. Quand on a les livres dans les mains, on a le courage de les lire et on peut mettre à un point là où on laisse. Après, on va revenir là-dessus. On continue de lire encore. Je préfère la version dure, fichier, sur fichier papier dur. Parce que quand je commence à lire, par exemple sur le téléphone, je me distrais facilement. Et puis, je peux facilement abandonner pour aller ailleurs, regarder des vidéos ou autre chose. Donc, pour me concentrer sur ma lecture uniquement, je préfère ce papier. Je préfère les livres en numérique parce que avec le numérique, je peux beaucoup lire plus que les versions en papier. Je préfère la lecture des écrans, premièrement. Le téléphone est facile à porter. Voilà, donc directement, quand je me connecte, je trouve des documents facilement sur les net. Mais avec les livres là, bon, il faut acheter ça. Bon, ça, souvent ça coûte cher, quoi. D'autant plus que l'avènement de cette technologie est plus ou moins un frein pour certains maillons de la chaîne de l'industrie du livre. Est-ce à dire que cette pratique est un défi pour les acteurs de la chaîne? Vers les années début 2000, quand le numérique a vraiment commencé à faire son apparition, nous, en tant qu'éditeurs, on avait eu quand même quelques chairs de poule. On s'est dit, peut-être c'est la fin du livre papier. Bon, une dizaine, une vingtaine d'années après, on se rend compte que non, que le livre papier a toujours sa place, a toujours ses lecteurs. C'est vrai que le numérique a des avantages certains. Ça permet aux gens d'avoir accès aux livres sans se déplacer, ce qui n'est pas rien, de faire souvent des commandes par Internet, ce qui n'est pas aussi rien. Je pense que les deux sont complémentaires. Et nous, en tant qu'éditeurs, nous devons nous essayer au numérique aussi. Parce que le numérique, il ne faut pas qu'on se le cache, c'est l'avenir. Toute révolution mange ses enfants. Et il y a certains maillons de la chaîne qui vont être supprimés. Mais par contre, ça va créer également d'autres nouveaux emplois, c'est-à-dire d'autres types de profits ou types d'emplois qui également sont aussi lucratifs et profiteurs que ces maillons qui ont été aussi remplacés. Je suis un peu choqué par cela souvent, avec des trucs qui ont tendance à faire croire que le numérique va tuer le travail de l'écrivain. Le livre ne va plus nourrir son homme. Celui qui écrit son livre aujourd'hui, il peut décider de le mettre en ligne gratuitement ou encore de passer par ces éditeurs numériques là aujourd'hui pour maintenant mettre à la disposition du public son livre moyennant sa part et moyennant la part également de ces éditeurs numériques là qui vont maintenant mettre en place une architecture, une plateforme d'accès à ces livres-là. Rien ne disparaît en fait. C'est le choix de l'éditeur. Si vous décidez d'offrir gratuitement votre œuvre en ligne, ça le sera gratuitement et ça sera téléchargé gratuitement. Mais si vous décidez de le confier à un professionnel qui va s'occuper de la promotion de votre livre en ligne, vous en bénéficierez autant que l'éditeur. Autant comme vous êtes en train de vendre en analogie, prendre les billets physiques, les fiduciaires, autant vous allez gagner en ligne avec des transactions électroniques qui vont créditer votre compte, autant que les gens vont lire ou s'abonner à votre page ou à votre œuvre. Si l'on en croit à ces propos, reste maintenant aux acteurs du domaine de s'adapter à cette nouvelle tendance pour rester dans le peloton d'un monde de plus en plus numérique. Nous allons aller vers la salle à présent. Je m'appelle Baba Diaby, je suis le directeur national de l'industrie. Donc mes remerciements vraiment à tous ces panélistes, ces conférenciers.
qui nous ont vraiment donné beaucoup d'informations, des informations qu'on ignorait, nous, sur la gestion du livre au Mali. Donc, toutefois, j'ai cru entendre au début des premières interventions qu'il y a une politique nationale du livre en chantier, auquel est adossé un plan d'action. Tout à fait. Donc, je voudrais, de ma question, je crois que ça s'adresse plutôt ou au professeur ou au conseil technique. Donc, dans ce plan d'action, j'ai entendu que la mise en œuvre de ce plan d'action va nécessiter 22 milliards. Et j'imagine que ceux qui vont financer son plan d'action, c'est l'État, c'est le PTF et le secteur privé. J'imagine. Donc, ma question, c'est de savoir quels sont les garde-fous que vous avez mis en œuvre pour que ce plan d'action, pour mobiliser le financement pour la mise en œuvre de ce plan d'action. J'ai dit, c'est M. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chefs de métier du Mali. Et en écoutant les panélistes, que je les félicite, je me pose la question s'ils font une étude de besoin. Le professeur l'a dit, l'offre et le besoin. Écrivez ce que nous voulons lire. Si vous n'écrivez pas ce que nous voulons lire, nous n'allons pas lire. Ce qui est écrit actuellement ne vous intéresse pas? Ah, mais je vous donne un exemple. Oui. À part les métiers européens, tu ne trouveras pas un livre sur les métiers. Les jeunes, nous faisons la promotion des jeunes diplômés actuellement. S'ils veulent rentrer dans un métier, ils vont trouver le livre où? Pourquoi vous ne faites pas ça? Je m'appelle Joachim Komi, je suis le directeur de l'université ECOB. Et donc mon intervention, je vais juste me substituer à cette jeunesse, surtout les étudiants, parce que la dame, la panéliste l'a déjà dit tout de suite, on reconnaît que les adultes lisent très peu, et je ne vais pas dire les paresseux, les autres qui ne lisent pas du tout. Le livre physique, ça c'est la jeunesse. Et donc la dame s'investit déjà à écrire pour les enfants, donc pour la génération future. Cela ne veut pas dire autant que nous allons négliger la génération présente, qui est la jeunesse. Et donc quand on parle de l'économie, ça veut dire que c'est toute une chaîne. Il faut le consommateur, celui-là qui achète le livre. Mais est-ce que, je reprends le thème de notre Premier ministre, est-ce que de l'auteur jusqu'à l'imprimeur, on a cherché à changer de logiciel? Dans les sacs à dos de nos étudiants aujourd'hui, il n'y a plus de livres. Il y a le smartphone. Et pire encore, les livres, nous avons des livres audio. Est-ce que, quelque part, on ne va pas réfléchir à faire des écrivains, des fonctionnaires? Parce qu'il serait difficile que l'écrivain vive de son art. Il serait difficile que l'écrivain vive de son livre. Parce que quel que soit ce qu'on va mettre sur le net demain, en version numérique, nous allons télécharger. Quand je dis nous, donc je parle à la place de nous les jeunes, on a toujours les moyens de contourner, même si c'est payant. Je me nomme Ali Traoré, étudiant à l'ECOB, École de Business Bilingue 6 à Sotiba. J'ai une contribution en tant qu'étudiant et deux questions. Ma contribution est que le système malien, si on le prend le système malien, on n'incite pas les jeunes à lire. Parce que depuis la 3e année jusqu'à la 5e année, nous avons tendance à lire un seul livre, la collection Joliba. Et à 5e et 6e, nous avons l'Horizon Afrique. Et il n'y a aucune bibliothèque dans les écoles publiques ni privées. Donc moi, je crois que l'État doit instaurer des bibliothèques depuis la première année jusqu'au lycée pour inciter nous les jeunes à lire. La première question se pose à Mme Fatoumata Keïta. La première, en tant qu'écrivaine, quels sont les défis auxquels le genre féminin est confronté? En tant que mère de famille, comment gérez-vous votre situation conjugale et l'écriture? Comment instaurez-vous l'amour de lecture à l'esprit des jeunes, nous les jeunes qui sont les relèves de demain? Ismaïla Oulali, je suis enseignant-chercheur à l'université de Ségou. Et ma question s'adresse à mon collègue économiste. C'est comment créer l'équilibre entre l'offre, puisqu'il y a l'offre déjà, mais la demande n'y est pas là. Or, je pense qu'au niveau universitaire, il y a quand même une forte demande de documentation et de bibliothèques. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait cet équilibre entre l'offre et la demande? Et ensuite, j'ai aussi une autre question par rapport à mon aîné Diacon. Est-ce que
cette faible demande de la documentation, est-ce que c'est lié à l'organisation sociale ou bien c'est dû à une situation des intellectuels maliens? Moi, je m'appelle Nana Issa Touré. Je suis écrivain de littérature de jeunesse. Moi, je pense que la problématique du livre, c'est les enfants qu'il faut sauver. Puisque les adultes ne lisent pas, il faut prendre les enfants et puis leur donner le goût de la lecture. Mais on a remarqué que les parents, des fonctionnaires, des intellectuels n'achètent même pas les livres pour leurs enfants. Il y a aussi des livres en langue nationale. Il y a eu des efforts en langue nationale. Même ça, on n'achète pas les livres pour les enfants. Ce n'est pas un enfant qui va aller acheter un livre, il n'a pas d'argent. Mais quand il y a la fête, on lui va coudre des boubous, on lui donne de l'argent tous les jours. Je pense que c'est les enfants qu'il faut sauver. Je me nomme Keita Seko, étudiant à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Face à ces fléaux, moi je vois cela à juste deux niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? C'est que les personnes qui invitent les enfants à lire les livres, eux-mêmes, leur vie n'a pas changé d'abord. Pourquoi je dis cela? C'est généralement les enseignants qui encouragent les enfants à lire à l'école. Un exemple, un enseignant du premier cycle ou du second cycle qui m'encourage à lire un livre, et toi, la personne qui m'encourage, toi-même, tu vis dans la précarité. Ça, c'est un. De deux, le contenu des livres. Il ne faut pas aussi minimiser le côté entrepreneurial et ensuite l'argent en tant que tel. Je me nomme Anya Safiatou Kontara, étudiante à Ekobe, université bilingue. Je fais la licence 2 en gestion des ressources humaines. Ma question, elle s'adresse à monsieur l'économiste. Monsieur, s'il vous plaît, expliquez-moi si l'impôt a des impacts négatifs sur la vente des livres pour les écrivains et pour les éditeurs. Je me nomme Abdul Kader Doukouré, étudiant en 3e année Finance Management à l'Université Sud Management. Ma question est la suivante. Lors de la conférence, vous aviez parlé du fait que les gens achètent les bazins. Ces gens-là, et comment dirais-je, ces entreprises, ces vendeurs de bazins ont une stratégie marketing en place. Maintenant, est-ce que les maisons d'édition maliennes ont une stratégie marketing pour pousser les jeunes et même les pères et les mamans de famille à acheter ces livres-là? Je m'appelle Rwamba Seinabou, étudiante en 2e année licence à l'université bilingue Ekobe à Sotuba. Ma première question elle sera à Madame Fatou. Quel rôle joue la femme écrivainte au sein d'une société où l'intelligence, où le pouvoir de l'intelligence féminine est minimisé et sous-estimé par une dominance masculine et une société peu éveillée? Et ma deuxième question sera à vous tous, en gros, l'implication des parents à la lecture des enfants. Elle est très très primordiale et je crois qu'avant de viser les adolescents, les préadolescents, il faut vraiment inclure l'école et la famille pour en fait initier l'enfant à la lecture et vraiment le montrer le côté positif de l'éducation qui n'est pas seulement grandir, avoir des diplômes, travailler pour avoir de l'argent. Je ne pouvais imaginer qu'un jour, le Mali, l'ORTM, allait organiser une émission autour du livre. Tellement que le Malien s'en fiche du livre. C'est son dernier souci. Donc, moi je vous félicite d'abord. Mais ça fait 18 ans que j'écris. Je me suis posé beaucoup de questions pendant 18 ans autour du livre. D'abord, moi je reste persuadé, tant qu'il n'y a pas une forte volonté politique autour du sort du livre, on se fatigue pour rien. Allez-y dans les pays développés. Il n'y a pas de villes, de mairies, de communes où il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas d'école publique où il n'y a pas de bibliothèque. Tout ça, c'est lié à la volonté politique. Tant que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation ne se donnent pas la main, on va se fatiguer. Parce que le livre appartient au ministère de la Culture. Mais les élèves sont au ministère de l'Éducation nationale. Ok. Aboubacar Eros, vous avez écrit combien de livres? Aujourd'hui, je suis à mon 25e livre, mais je vous dis, ce mois-ci, je sors un livre pour enfants. Le mois prochain, un livre jusqu'en septembre.
D'accord. Et j'ai 10 manuscrits qui vont sortir. Vous avez 25 livres. Est-ce que ça vous a rendu riche? D'abord, moi, je n'écris pas pour gagner, pour être riche. C'est-à-dire que j'ai des idées dans la tête. Si je n'écris pas, ce n'est pas bon pour moi-même. D'accord. D'abord. Bon. D'accord. Quand vous écrivez un livre, ouais. Vous avez combien? Vous gagnez combien à la fin? Vous gagnez combien? Bon, moi je peux dire qu'au Mali on ne gagne rien. Mais quand j'étais en France, j'ai gagné 2 prix littéraires. Et on fait des interventions. Chaque intervention avec Mangala autour de Mali Sadio, j'ai gagné 1000 €, 650 000 francs. Voilà, donc du coup j'ai un peu gagné. D'accord. Mais ici, rien à faire. Merci. Bon, merci. Le livre n'est pas dans nos habitudes. Malgré tout ce qui est fait comme effort, il y a des acteurs qui sont là depuis plusieurs années, mais le livre est presque invisible. Moi, je l'ai dit dans le temps, les Maliens savent surprendre quand on leur offre des sujets qui les intéressent. Mais nous n'avons pas cette habitude-là d'acheter le livre. C'est une fierté lorsqu'on rencontre un auteur. Lorsqu'on a une connaissance qui produit un livre, c'est une fierté. Nous ne gagnons, en tout cas en termes financiers, il n'y a pas de gain. Mais nous avons cette reconnaissance-là. Merci. Merci, Mouhamad. Donc, je crois qu'on va donner le temps maintenant aux panélistes de répondre aux questions, aux différentes questions qui ont été posées. On va commencer par le professeur. La première question sur le financement, effectivement, c'est les partenaires, les collectivités, l'État et le mécénat. Nous n'allons pas entrer, puisque le dossier est dans le pipeline, mais vous avez bien vu, c'est un peu ça. Et déjà, nous avions des soutiens de la part de certains partenaires. Et je pense qu'avec la volonté de l'État, ça va marcher. Et concernant la forte demande de bibliothèques, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de bibliothèques. Certaines de nos bibliothèques ont été saccagées au nord. Nous avons monté un projet de réhabilitation des bibliothèques, mais malheureusement, nous sommes dans la situation que nous connaissons. Et je crois qu'avec, nous l'espérons, avec l'adoption de la politique nationale du livre et de la lecture, nous allons oublier tout ça. Maintenant, en ce qui concerne le numérique, je suis d'accord avec M. Konaté. Le numérique ne va pas faire disparaître l'analogique, le livre papier. Si nous prenons les statistiques de l'année dernière dans un pays que je ne vais pas citer, mais c'est un pays développé, le livre, en tout cas en termes d'industrie culturelle, est le premier, après la musique et le cinéma. Donc, la mort de l'analogique n'est pas pour demain. Et en ce qui concerne le numérique, je crois que c'est en balbutiement au Mali. Déjà, nous avons des jeunes qui ont créé une plateforme numérique qui s'appelle Bibook. Un nom que j'adore parce que c'est composé de mots bambara et d'anglais. Bi, ça c'est aujourd'hui, book, le livre d'aujourd'hui. Et vous pouvez acheter des livres sur la plateforme. Moi, c'est Idrissa Oumra. Je suis le directeur du Centre national de la lecture publique. Alors, concernant la lecture et spécifiquement les enfants, comment les amener vers la lecture, c'est la question qui avait été posée. Moi, je pense que pour inciter les enfants à la lecture, il faut d'abord créer un environnement favorable à la lecture. Parce que la lecture, c'est une activité qu'il faut aimer. Il faut aimer la lecture parce que ça, quand vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas lire. Ça vous demande vraiment du temps. Et c'est un loisir en même temps. De sorte qu'il faut un environnement qui commence par la famille. Donc c'est aux parents de s'impliquer. Puisque lire un livre, c'est accéder
à la connaissance qui permet de se prendre en charge, donc de s'épanouir, d'être un acteur majeur dans la construction du pays. Monsieur Niaré. Depuis 62 ans, bientôt 63 ans, nous sommes à un taux extrêmement inquiétant d'alphabétisation. 33,1%. Et parmi ce taux, il faut compter les illettrés, c'est-à-dire ceux qui ne lisent plus. Donc comment voulez-vous que ce pays, en réalité, se développe? Vous avez dit tout à l'heure dans votre propos liminaire qu'on aime parler de cette fameuse phrase de Mandela, un peuple qui lit est un peuple qui gagne, c'est ça. Mais on ne voit pas le contraire. Un peuple qui ne lit pas, on va dire en faisant simple, c'est un peuple qui perd. Non, il ne perd pas, non seulement il est perdu, mais il est asservi. Merci. Merci pour cette contribution. Donc on va permettre Makalou de répondre aux questions que vous étiez adressées. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je crois qu'il y a des questions qui interpellent. Il y a M. Mamadou Menkoro Traoré qui parle de... Il n'y a pas de livre sur les métiers. Pourquoi vous n'écrivez pas sur les métiers? Je vais lui répondre. Moi, je suis en train d'écrire sur les métiers. Et d'ailleurs, j'ai quelques bribes qui sont sorties dans mon 5e livre intitulé « Comment combattre le chômage des jeunes au Mali » qui est sorti en France il y a une année. Il y a un secteur que j'ai touché, l'artisanat. J'ai fait beaucoup de recherches parce que sur l'artisanat et booster le secteur de l'artisanat pour l'emploi des jeunes. Et ensuite, il y a un jeune homme là qui parlait de la précarité de l'enseignant qui inculque les vertus de la lecture chez son élève et qui est habillé en loque, mais c'est sa personnalité à lui. L'enfant n'a qu'à tirer le vrai des livrets, ce qui l'intéresse, c'est l'intellect. Si l'enseignant ne soigne pas sa personnalité, c'est son problème. Pourquoi on n'écrit pas sur le processus d'acquisition de l'argent? Moi, j'en ai écrit, monsieur. Ici, oser entreprendre au Mali, une des alternatives à l'emploi des jeunes. C'est un processus d'acquisition de l'argent. Si vous l'achetez, vous allez comprendre comment est-ce qu'on ne sait pas pour avoir de l'argent. Et ce n'est pas fini. Il y a un autre livre qui est là aussi. C'est mon 2e livre, Investir au Mali. 50 idées pour créer son entreprise et la reçu. Et 90% de ces idées sont sur l'agrobusiness. Je ne sais pas si vous êtes prêt à troquer votre costume, cravate, chemise pour une roue et vous retrouver dans un champ. Merci Makalou. On va permettre à Fatou et à Sekou de répondre à votre question avant de revenir à l'économiste. Fatou a beaucoup de questions. Hein. Par rapport à la problématique de la lecture des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que nos enfants puissent lire? Parce que c'est une question essentielle. On a l'habitude d'entendre que les Maliens ne lisent pas, les enfants ne lisent pas, nos enfants ne lisent pas. Mais je pense que cette assertion est dépassée. Il y a lieu aujourd'hui d'œuvrer pour que les enfants lisent. Parce que pour que les enfants lisent, il faut que les adultes qui les accompagnent lisent d'abord. Et donc, à mon avis, il y a 5 questions principales qu'il faut poser et y répondre sincèrement quand il s'agit de la lecture des enfants. Est-ce que les contenus attrayants et intéressants sont disponibles d'abord? Est-ce que vous avez acheté pour vos enfants des contenus attrayants et intéressants qui les intéressent? Donc si ce n'est pas fait pour que les enfants lisent, il faut leur acheter des contenus intéressants et attrayants. Et cela n'est pas suffisant parce qu'on peut les acheter, on les dépose, les enfants ne les lisent pas. Il faut donc, en ce moment, faire en sorte que l'enfant puisse accéder à ces livres-là. Ce n'est pas seulement accéder, déposer, mais le prendre dans sa main. Et pour cela, il faut créer l'environnement qui est favorable à ça, monsieur le directeur le disait, mais aussi le temps, trouver un temps dans la journée pour faire lire les enfants. Et en ce moment, si le parent ne lit pas, si la mère ou le père ne lit pas, ce sont les premières références, les premiers exemples des enfants. Il faudrait trouver dans la famille quelqu'un qui les guide à entrer dans ces livres-là sans douleur. C'est-à-dire, cette personne peut être en mesure de faire l'équilibre entre le niveau de l'enfant et le niveau du livre
et mettre ainsi dans les mains de l'enfant en question le livre qui correspond à son niveau et l'aider s'il ne peut pas le lire, à le lire. Ça, c'est vraiment ce qui concerne la problématique de la lecture des enfants. Ces trois axes-là sont des axes majeurs auxquels il faut faire face pour que nos enfants puissent lire. Des contenus attrayants, l'accessibilité, que ça soit mis dans leurs mains, l'environnement, il faut qu'il soit favorable à ça. Ça veut dire dans nos petites familles exiguës où les bibliothèques sont devenues les tassathèques, où il n'y a aucune place dans le salon pour une petite table et une chaise pour que les enfants lisent, il faudrait trouver un coin dans la maison, que ce soit le salon ou la cour ou la chambre à coucher, pour que l'enfant puisse lire. Et aussi créer du temps. Merci Fatou pour ces précisions. Sekou. Moi, je voudrais rebondir sur la question de M. Traoré qui a demandé tout à l'heure pourquoi on n'écrit pas sur les métiers. C'est ceux qui ont fait fonction de ces métiers qui doivent écrire sur ces métiers. Les auteurs écrivent sur des sujets qui les intéressent. Généralement, ceux qui font de la littérature générale, c'est de la fiction. Mais quand on a besoin d'ouvrages spécifiques, on a besoin d'ouvrages sur un métier, c'est ceux qui connaissent ces métiers qui doivent écrire sur ces métiers. Sinon, quand un romancier veut écrire sur la menuiserie métallique, par exemple, ou sur je ne sais quel autre métier, ça, ce serait vraiment difficile. Ce serait de la littérature encore. Ils vont dire qu'il y a trop de littérature, on ne comprend pas. Sangara, on a une série de questions également pour vous. Arrêtez à partir de cet instant, ceux qui sont là, de payer des cadeaux de smartphones ou des cadeaux d'anniversaire d'objets valeureux, mais remplacer ces cadeaux-là par des livres et des petits livres qui correspondent au niveau des enfants. Et ça, c'est des moyens pour amener non seulement les enfants eux-mêmes à prendre conscience de la nécessité de la lecture, mais aussi donner cet engouement-là aux enfants pour la lecture. Comment créer cet équilibre-là entre l'offre et la demande? Puisque dans mes propos, j'avais souligné le fait que l'offre existe déjà. Effectivement, l'offre existe, c'est ce qui a nécessité, c'est ce qui a occasionné ce débat-là aujourd'hui. Maintenant, la demande, on en a discuté, des collègues, des panélistes ont laissé des briefs là-dessus. Il faudrait un schéma simple, que l'État investisse dans les bibliothèques, et pas seulement des bibliothèques quatre murs et avec des livres à l'intérieur, mais les approvisionner en des livres, en des ouvrages qui correspondent à des différents niveaux de scolarisation et animer ces bibliothèques-là. Aussi, créer de la part de l'État et aussi des collectivités, créer des centres de lecture et en même temps les animer. Et dans les collectivités, on peut créer des espaces, des centres de lecture comme ça, animés. Et imaginez quelqu'un qui est à Niamana et s'il doit envoyer ses enfants pour aller lire dans le centre de lecture, ça sera au centre culturel français. Et ce qui engendre encore des coûts et ce qui va aussi augmenter le temps. Alors, si toutefois on a des centres de lecture animés dans tous les quartiers, dans toutes les communes, ça va booster l'engouement et aussi amener les enfants à lire. Il y avait une question sur la deuxième question sur l'impôt, oui, que j'ai beaucoup aimé en tant qu'économiste. Je vais dire tout de suite, pour répondre à cette question, il y a deux dimensions de l'impôt qu'il faut distinguer tout de suite. Il y a la première dimension qui porte sur le fait que l'impôt va être pris comme un élément du coût de production. Mais il faudrait savoir que l'impôt est toujours payé par le consommateur final. Donc, le producteur, les éditeurs et les auteurs sont d'une façon protégés de ce point de vue du moment où ils vont incorporer l'impôt dans le prix de vente final. Mais c'est payé par le consommateur. Donc, du moment où c'est payé par le consommateur, ça va augmenter le prix de vente et ce qui va impacter négativement la vente. Et si on fait cette analyse simpliste que le prix, si le prix augmente, la demande chute. Alors, cela va entraîner une baisse de la marge bénéficiaire et de la part de l'éditeur et de la part de l'auteur.
et en même temps va impacter le recouvrement de l'impôt aussi, puisqu'il faudrait qu'il y ait l'assiette fiscale puisse aussi grossir. Mais l'autre face qu'il ne faut pas perdre de vue également, l'impôt est considéré comme une source de financement. Et si une fois l'impôt collecté, les autorités le prennent et l'investissent dans l'industrie pour mettre en place des facilités et pour les maisons d'édition et des facilités et pour les auteurs, en ce moment-là, l'impôt va avoir un impact positif sur la production du livre et sur les maisons d'édition et sur les auteurs. Merci Tangara. On va faire un dernier tour de table avant de boucler. Mais en attendant, je voulais qu'on donne le micro à Sidi Danyogo, qui est là, qui est le partenaire de cette émission au cœur de l'économie. C'est une émission coproduite par l'ORTM et Spirit Communication. Sidi, et puis dites-nous combien de livres vous lisez par mois. Bonjour Sidiki, ça c'est une colle. Minimum, j'en lis au moins 1 ou 2 livres. Quand j'ai beaucoup de temps, c'est 2 livres. 2 livres par mois. Par mois. C'est très peu. En tout cas, minimum, j'arrive à lire au moins un livre. D'ailleurs, récemment, j'étais en train de lire le roman de Mademoiselle Sadia Touré, qui est L'éveil des silencieuses, un très bon roman, facile à lire, agréable, que je recommande. J'espère que ce n'est pas une publicité que Sidiki va me facturer. Je lis encore le livre de Ousmane Sy et j'avoue que je vois de plus en plus d'auteurs maliens qui font de très bons produits. Je suis moi-même agréablement surpris par la qualité de rédaction de nos auteurs. Et ça, on ne le souligne pas assez. Ça montre qu'il y a quand même une évolution significative, mais dans le silence, sans qu'on s'en rende compte. Et peut-être que je pense le mérite de cette émission, et c'est l'occasion de remercier toute la direction de l'ORTM qui vraiment est très à l'écoute quand on fait des propositions, d'avoir compris tout de suite que voilà un secteur sur lequel maintenant il faut mettre la lumière. Mettre la lumière en sachant bien que nous savons bien qu'il y a un gros déficit d'investissement, il y a un gros problème d'organisation, il y a un gros problème structurel. Il manque tout simplement le modèle économique et souvent on le voit dans beaucoup de filières. Donc si ça peut vous rassurer, ce n'est pas seulement dans cette filière-là qu'on remarque ce problème de structure, de déficit de structuration, ce problème de modèle économique, ce problème de déficit d'investissement, on le remarque partout. Mais particulièrement dans le domaine du livre. Et là où c'est dangereux, c'est que ça concerne quand même l'éducation des enfants, la formation de la jeunesse. C'est là où c'est dangereux de ne pas faire cet investissement. On va donner la parole à Amadou Lougué, le directeur de l'INA, qui va nous dire quelle politique il a mis en place au niveau de l'INA pour inciter les élèves à la lecture. Je suis Amadou Lougué, je suis directeur de l'Institut des Arts. C'est effectivement une école suppose effectivement une bibliothèque. Nous avons une bibliothèque, quand j'arrivais, la bibliothèque était presque délabrée. Et depuis mon arrivée, effectivement, la bibliothèque est en train de vivre. Voilà, donc la politique du livre est en cours et en pratique à l'INA. Monsieur le conseiller du ministre de la Culture. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, saluer cette belle initiative de l'ORTM et de Spirit et surtout saluer tous les acteurs du secteur du livre présents dans cette salle et toutes les écoles qui les ont accompagnés dans cette initiative. Et je voudrais surtout dire que le rôle de l'État, ce n'est pas de donner de l'argent, mais plutôt de créer des conditions pour l'émergence d'un secteur, sinon d'une industrie du livre viable. Et c'est ce que nous tentons de faire avec l'élaboration du document de politique nationale du livre et de la lecture, et dont le document donc, va être introduit très bientôt dans le circuit d'adoption. Donc nous avons besoin de l'aide de tous pour que le dossier aboutisse et que le plan d'action puisse être mis en œuvre dans les 5 années à venir. Merci Salif. On va faire un dernier tour de table avant de boucler cette émission. Comment voyez-vous l'avenir de la filière livre aujourd'hui? On va commencer par vous, professeur. Je pense que l'avenir sera radieux. Samba a résumé la situation. C'est une question de sécurité intellectuelle, donc de sécurité tout court. Tout pays qui n'a pas son autonomie dans le secteur du livre n'a pas d'influence sur les esprits de ses enfants, c'est clair. Donc nous sommes condamnés vraiment à relever ces défis-là. Makalou. Merci beaucoup. Moi, je pense que l'avenir, il sera radieux. Déjà, l'amorce est là.
on est sur un plateau, il y a un public qui est là, qui est venu soutenir le livre. Déjà, et ça c'est un grand pas. Et à mon humble avis, je pense qu'il faut valoriser les métiers du livre, parce que c'est des métiers qui ne sont pas assez connus du grand public, alors que c'est des métiers qui sont valeureux, porteurs, qui peuvent créer d'énormes richesses ici. Merci, Makalou. Tangara, je ne pense pas si... L'avenir du secteur passera par le numérique? Puisqu'on n'ose pas essayer l'ignorance, donc on va être optimiste pour dire que certainement il peut avoir un avenir à la radio, comme il a dit. Mais je mets les choses entre guillemets parce que vous avez l'habitude de me dire que je suis pessimiste. Mais si on doit vraiment être très réaliste, il n'y a pas d'avenir pour l'instant. On ne peut pas parler d'avenir pour l'instant. Il n'y a pas d'avenir pour la filière? Pour l'instant, non. Maintenant, ce qu'il faut réussir, c'est de construire d'abord ce départ-là. On n'a pas pris le départ. Alors, comment on peut se dire ici que l'avenir va être certain, va être radieux? On n'a pas encore pris le départ. Donc on est au point zéro jusqu'à présent. On n'est pas sur la ligne de départ. Ah là, ça alors? Non. Non, je pense que, non, on n'est pas... je pense que mon ami est dans la logique d'analyste en col blanc. Non. Il vient quelque part attrapé dans son bureau, Non. et voilà, sous la climatisation. Non. Je pense que l'avenir du secteur sera radieux. Oui, l'avenir sera radieux, n'est-ce pas, non? Vous n'êtes pas dans nos besaces ici, et nous savons ce que nous sommes en train de faire. Les écrivains, les éditeurs, l'avenir sera radieux. Je suis d'accord avec vous. Et nous y croyons. Il faut être optimiste, ça j'ai commencé par là. Et je voudrais bien que l'avenir soit radieux. Je le veux très bien. Je le veux très bien. Mais soyons aussi réalistes. La demande, elle n'existe pas. Non, la demande, elle n'existe pas. On est en train de parler de l'économie du livre. Et parler de l'économie du livre, ce n'est pas la seule offre qui fera cette économie du livre. Il faut construire ce marché-là. Ce marché du livre n'existe pas encore au Mali. Il y a des écrivains, il y a des maisons d'édition, il y a une offre qui se construit, qui se constitue. Mais on ne peut pas parler de marché du livre encore au Mali. Maintenant, là où l'avenir va être radieux, c'est qu'on a pris conscience qu'il faut investir dans ce secteur-là. Et la preuve, c'est qu'on n'a pas encore une politique nationale du livre. Et c'est maintenant qu'on est en train de mettre cette politique nationale sur la table. Et la preuve encore, c'est qu'il n'y a que 15 000 lecteurs. Et 15 000 à 20 000. National. Pour 20 millions de population. Alors, ça c'est Bamako. On n'a pas encore parlé de localisation. Donc, alors, je veux bien croire que l'avenir sera radieux. Il ne faudrait-il pas que ce soit des politiques qui sont tout le temps votés, très bien dressés dans les documents et qui dorment encore dans les tiroirs. Allez-y dans nos universités et revenez me dire qu'il y a un marché du livre. Il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. Maintenant, puisqu'on a pris conscience de les construire, on félicite l'effort des écrivains, on félicite l'effort des éditeurs, mais on ne doit pas non plus cacher la forêt avec... Maintenant, les aînés peut-être sont choqués, mais aussi j'ai voulu être réaliste. L'avenir, il sera radieux avec tout ce qui a été fait. Voilà, merci. Donc, merci. Merci Tangara. Sekou, j'espère, est pessimiste ou optimiste? Je suis obligé d'être optimiste pour la simple raison. Puisqu'on parle d'avenir, il ne faut jamais insulter l'avenir. C'est vrai. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Il y a 50 ans, on se posait la question, ou il y a 40 ans, on se posait la question, est-ce qu'il y aurait une politique nationale du livre au Mali? Ça, c'est l'aspect politique. Aujourd'hui, nous faisons le constat qu'on a les ressources humaines disponibles. On a des éditeurs aguerris, qualifiés. Nous défions quiconque en Afrique de nous dire que les éditeurs maliens n'ont pas le niveau des éditeurs des pays voisins.
de l'Occident, la qualité des livres que nous produisons aujourd'hui atteste que nous avons l'expertise pour faire des bons livres. Ça, c'est le premier point. Si nous avons l'expertise, nous avons des auteurs qualifiés, nous sommes quand même les pays d'Amadou Ampaté Ba, de Massamakan Diabaté, d'Ibrahim Ali, d'Adamba Kounari et de plein d'autres, de Yambo Ologem. Nous ne pouvons qu'être optimistes, nous, en tant qu'acteurs de la chaîne du livre. Déjà, on a dit, il y a la jeunesse qui est là, cette jeunesse qu'il faut entretenir, qu'il faut diriger vers les livres. Tous les moyens qu'on met à la disposition du sport et d'autres disciplines, si on les mettait à la disposition du livre, on aurait beaucoup de savants, on aurait beaucoup de grands intellectuels au Mali. Moi, je pense que l'avenir du livre serait radieux si nous arrivons à conjuguer tous nos efforts. Puisqu'on parle des perspectives, dans un an, nous aurons le Salon international du livre de Bamako qui sera le point de départ de la grande fête du livre au Mali. Et désormais, tous les enfants du Mali, où qu'ils soient, nous nous déplacerons avec les livres à dos d'âne s'il le faut pour que les livres atteignent son lecteur. Vivement donc le Salon international du livre. Il a dit, je suis homme de lettres. On a commencé par une dame, honneur aux dames. On a commencé par Fatoumata Keïta, Madame Niari. On va terminer avec elle. D'autant plus à que vous, le genre, à vous l'honneur. la parité n'est pas respectée dans ce panel. Il fallait le faire. Et on le dit, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de rigueur. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de rigueur. Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes. Nous ne pouvons même pas être pessimistes parce que nous sommes les combattants de ce terrain depuis toujours. Et parce que nous y croyons que nous continuons. Et nous allons continuer. Et l'avenir va être radieux. L'avenir va être radieux lorsque notre politique sera adoptée. Elle sera radieuse lorsque nous allons être en mesure de créer des librairies dans les régions. Il sera radieux lorsque nous allons créer des bibliothèques au niveau scolaire pour les approvisionner aussi. Il sera radieux lorsqu'on va créer des centres de lecture pour les animer et donner le goût de la lecture. Il sera radieux lorsque notre État, le Mali, auquel nous croyons, va inscrire dans les programmes du Mali des livres des auteurs contemporains. Il sera radieux lorsque le peuple malien, les parents vont aider les enfants dans les familles à avoir le goût de la lecture. Moi, je suis optimiste, j'y crois, parce que nous y croyons que nous sommes ensemble et ensemble, nous allons réussir. Merci beaucoup au ministère de la Culture, merci au ministère de la Culture, merci à l'ORTM, merci à Spirit, parce que je sais que ça, c'est le début de quelque chose. On a toujours décrié le fait qu'il y a peu d'espace de communication et de diffusion de la pensée écrite. On a aussi décrié le fait que les radios, les télés et tous les espaces qui doivent promouvoir les livres sont insuffisants ou inexistants. Aujourd'hui, ça commence et nous espérons que ça va continuer. Merci à vous. Ce ne sera pas, en tout cas, la dernière émission, promis. Grande est la fortune de celui qui possède une bonne bouteille d'eau, bien sûr, un bon livre et un bon ami, disait Molière. Le rôle du livre est inestimable. L'État doit donc vraiment s'intéresser au secteur, l'aider comme il le peut. Aux professionnels du secteur du livre aussi de mieux s'organiser pour bâtir une véritable industrie du livre et nous dévoiler enfin ces trésors cachés entre les lignes. C'est sur ces notes d'espoir que nous bouclons ce débat. Merci à tous nos invités. Merci à vous aussi, chers invités, chers partenaires, chers téléspectateurs. À vous, Nyanya Alou Traoré. Merci beaucoup, Sidiki Damlé. Nous voilà donc à la fin de cette émission. Merci au Mémorial Modibo Keïta. Merci à nos invités. Merci à toute la salle, à tous nos intervenants dans nos différents reportages. Et merci à nos téléspectateurs. C'était là votre magazine au cœur de l'économie consacrée à l'industrie du livre, un trésor inexploité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur votre télévision nationale pour d'autres problématiques au cœur de l'économie malienne. Merci à toute la production conduite par Amadou Baba Diallo. Merci à Spirit Communication pour son accompagnement de taille. Merci à Alassane Sidibé. Merci à tout le monde.
et bonsoir. À très bientôt. Thank you.